C'est une matériothèque, c'est que des restes d'expo, quoi. Ça permet de conserver des échantillons de peinture, de bois. Et ça a permis de faire notamment une série de lettres, celle-là. Donc ça, ça a été utilisé pour l'exposition matériaux au pass. Il y a 4 panneaux, un jaune, un rouge, un vert, etc. Et les mots-clés sont écrits comme ça avec un usinage de lettres dans le médium. Donc ça, c'est le bifure de Cassandre. À l'origine, c'est un caractère qui est bicolore en fait. Par exemple, ça c'est noir, cette partie-là est noire. Et moi, j'ai préféré le teinter, enfin le jouer vraiment en monochrome. Et c'est la lumière et le creux qui fait le reste. En fait, c'est le volume qui donne les différences comme ça, qui révèle les deux couches. Je sors encore des choses. Ça, c'est un A. Il y a souvent des A. Hein. C'est pour la signalétique du pass. Voilà. C'est une partie de prise de notes, de dessin, d'esquisses autour de l'identité visuelle du labo. Quelques recherches graphiques pour le logotype, l'identité visuelle. Voilà, un système de grille qu'on pourra retrouver après dans les docs. La façade. Ça, c'est quelque chose de plus technique qui m'a servi à monter Enfin, à mettre au point la typographie que j'ai dessinée. La scénographie telle qu'elle va être, en fait. Donc c'est une structure, on pourra en regarder ça différemment aussi là-bas, il y a un objet. Là on peut voir des esquisses pour l'affiche en fait. Donc c'est une structure qui fait 20 mètres de long. Parce que là il n'y a qu'un module, mais elle va faire 20 mètres de long. Et on va circuler des deux côtés sur ce module. Le titre, un 25e, c'est pas mal, non? C'est du cartel live. Ici, on est sur une partie où ce sont des images qui sont issues de commandes, mais sur lesquelles il n'y a pas d'information de commanditaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émetteur, on ne le sent plus. Donc c'est plutôt des images à caractère politique, dans le sens plus général du terme. C'est des images qui ont une existence courte, souvent, puisque ce sont des affiches. Leur durée de vie, elle est quand même assez éphémère, pour la plupart. Donc après, le vrai contexte de ces images, c'est plutôt l'espace public, la rue, hein, les vitrines, les grandes sucettes de co. Donc les exposer après, c'est une vraie question, à savoir exposer des objets périmés, quoi. Et donc ce que moi je voudrais mettre en avant aussi, c'est pas tant l'information qui véhiculait ces images, c'est plutôt la plasticité des choses, les couleurs, la qualité graphique au niveau des impressions, des choses comme ça. Et qu'on soit un peu noyé, perdu dans un flot d'images qui est le mien. Je suis Véronique Marié et je suis en charge du design graphique et de la typographie au Centre national des arts plastiques.
Ça consiste à publier une revue qui s'appelle, Graphisme en France, qui est éditée donc, chaque année à destination, des graphistes. Ça consiste aussi à accompagner les commanditaires pour, la rédaction de leur cahier des charges et à mieux comprendre, quel est leur besoin, en direction, des graphistes. Ça consiste aussi à éditer des kits pédagogiques à destination des enseignants d'écoles élémentaires ou de collèges. Nous avons aussi réalisé des commandes de caractères typographiques, Faune et Infini, qui sont disponibles gratuitement en téléchargement d'ailleurs. Ça consiste aussi à organiser des colloques et des séminaires de travail pour permettre de promouvoir et de discuter sur les grands enjeux et les questions du design graphique. Comment je suis arrivée à m'intéresser au design graphique? Eh bien, c'est en rencontrant des graphistes donc en discutant, sur, leur travail, l'intérêt, qu'ils revêtaient et en découvrant cet univers de création, que, j'ai cofondé donc une galerie d'exposition qui permettait de promouvoir leur travail, à Bordeaux à la fin des années 90. Alors pour expliquer simplement ce qu'est le graphisme, je dirais que finalement, quel que soit, notre âge, le design graphique, c'est quelque chose auquel on est confronté quotidiennement. Le design graphique, c'est, le pack de jus d'orange qu'on se sert le matin au petit déjeuner. C'est, le générique du dessin animé qu'on regarde à la télévision. C'est, l'application, qu'on consulte sur, sa tablette. C'est le site internet sur lequel on va chercher des informations. C'est aussi tous les livres qu'on a dans sa bibliothèque. C'est, les affiches qu'on regarde dans la rue qui nous invitent à aller voir une pièce de théâtre ou aller, au cinéma. C'est les journaux qu'on lit aussi, ou les magazines évidemment. Donc le design graphique, c'est ce petit flyer qu'on ramasse dans un bar et qui nous invite aussi à aller à un concert ou qui nous informe d'un spectacle qui va avoir lieu dans la rue bientôt. C'est aussi, si on se déplace en voiture, ces signalétiques qui nous disent d'aller à droite ou à gauche, où se trouve le centre-ville, et si je tourne là, qu'est-ce que je vais y trouver? Donc finalement, le design graphique, c'est tout ça. Donc c'est très simple finalement à comprendre pour nous tous, puisque c'est vraiment quelque chose qui est quotidiennement dans notre environnement. Et c'est bien ce que font les graphistes, c'est-à-dire nous permettre de trouver toutes ces informations sans forcément qu'on voit le travail important qui a été nécessaire pour élaborer toutes ces belles formes. L'intérêt de faire appel à un graphiste, c'est que, c'est quelqu'un qui a été très bien formé, c'est quelqu'un qui, est cultivé, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, fabuleux, qui maîtrise la typographie, qui maîtrise les formes, qui maîtrise la mise en forme et qui est aussi habitué à discuter avec des commanditaires. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir une réelle plus-value dans la qualité de ce qui sera produit, puisque c'est quelqu'un avec qui on peut discuter en effet, et c'est quelqu'un qui dispose d'un univers et qui met en œuvre un processus qui va de, du tout départ, c'est-à-dire d'une discussion, d'échange, et puis ensuite qui va faire des propositions, qui va réfléchir un certain temps pour essayer de poser un peu les choses et de voir comment est-ce qu'il va mettre en forme ces choses, et puis ensuite il va venir vous les proposer. Et en effet, c'est vraiment cette relation, cet équilibre qui s'instaure entre un graphiste et vous. Et puis ensuite, voilà, il va proposer son univers, son interprétation, sa manière de mettre en forme tous ces contenus et toutes ces problématiques que vous avez partagées avec lui. On est confrontés tous à des images, mais on n'a pas toujours la mesure de ce qui est nécessaire pour les construire, pour les structurer, pour les bâtir, et puis aussi pour les regarder au-delà du message qu'elles envoient. Parce qu'on entre bien en relation avec l'univers visuel, avec un univers de création de quelqu'un, donc d'un graphiste, d'un créateur. Et donc, lui, il a voulu à la fois nous donner un message, c'est ce qu'il discute avec son commanditaire, mais il y a évidemment plein de choses qui vont au-delà de ça. Ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, on peut toujours aller un petit peu plus loin dans le fait d'expliquer ce que sont ces images, d'essayer de donner les clés de compréhension de ce qu'il y a derrière, de
Comment est-ce qu'on peut les comprendre un petit peu mieux? Comment est-ce qu'on peut, interagir peut-être avec elles aussi? Je pense que les graphistes sont tout à fait à même, de produire des images qui servent différentes causes, qu'elles soient, publicitaires, parce que qu'est-ce qu'on dit dans publicité? On dit, faire de la publicité, on dit c'est de la communication aussi. C'est, rendre visible un message aux yeux d'un auditoire, très large. Donc je pense que c'est tout à fait, dans les cordes, des graphistes. Je pense que les graphistes peuvent tout à fait répondre à ce genre de choses. Donc, plutôt que d'opposer, des milieux, moi je préfère, peut-être parler des processus qui mènent à ces choses-là et de la raison pour laquelle potentiellement on ne fait pas appel à des graphistes qui sont tout à fait à même, de répondre à des commandes, très importantes, dans le cadre de grandes campagnes. C'est le cas, hein, il y a des graphistes qui font ce genre de travaux, mais peut-être pas assez. Et par ailleurs, en effet, la raison pour laquelle on dit parfois que les images publicitaires sont moins intéressantes parce qu'elles répondraient à des questions mercantiles, heu, c'est pas toujours le cas, comme on peut le constater pour certaines causes, par exemple, et donc je suis pas certaine que la question de l'opposition soit fertile dans les réflexions. C'est plutôt pourquoi est-ce que ces 2 mondes ne se rencontrent pas plus souvent? Il y a une question de subjectivité dans l'intérêt que nous avons les uns et les autres dans les images, parce que précisément, nous, avons, des goûts, nous avons, des histoires, nous avons, des manières d'appréhender les images qui sont différentes, les uns et les autres. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que les graphistes sont, très attentifs et très poreux à ce qui se passe autour d'eux. Et donc, ce fait de mettre en forme des contenus, encore une fois, de discuter et d'essayer d'être le reflet aussi d'une époque, c'est quelque chose que je trouve vraiment, très intéressant dans le design graphique. Alors évidemment, moi je considère que les graphistes apportent beaucoup de choses au monde. Ils l'embellissent, ils lui amènent du sens par les images qu'ils produisent et ils l'accompagnent. C'est-à-dire qu'à chaque époque, les graphistes ont marqué, de leur, empreinte, le monde dans lequel on vit, que ce soit, ici, dans notre pays en France, mais dans tous les pays. Il y a des spécificités en fonction des pays, il y a des manières d'appréhender, l'environnement dans lequel nous sommes pour, les graphistes. Donc je pense que le rapport est fondamental et il suffit, d'enlever au monde, les panneaux, les livres, les signalétiques, les, affiches, et tous ces éléments pour voir à quel point, ça le viderait de choses qui, sont très importantes pour nous et qui façonnent un petit peu notre univers, visuel. Donc, évidemment, pour moi, c'est un domaine qui amène beaucoup, à notre réflexion, à notre manière de penser les choses, à notre manière de les voir, de les identifier et de les analyser. Je m'appelle Sébastien Éloire et je suis graphiste pour l'Ireco, une société multinationale qui est basée ici, à côté d'ici, à Marly. Et moi, je suis principalement responsable de son identité. Et donc, je produis des solutions graphiques pour l'ensemble du groupe. Mon travail consiste donc à mettre en forme graphiquement des messages, plus ou moins sophistiqués, entre du plus poster à la plaquette, et ensuite, dans les filiales, ils peuvent reprendre ce travail et l'interpréter ou le réaménager si c'est nécessaire. Et sinon, moi, principalement, mon métier consiste à rassembler tout un tas de choses, des polices de caractère, etc., pour mettre en forme et délivrer des informations intelligibles. Donc tous les moyens sont bons pour proposer pour rencontrer son public et servir le message. On démarre sur une page blanche
une page blanche, c'est quelque chose de vertigineux. On va se servir donc de toute la gamme des couleurs, on va se servir des matières, parce que voilà, quand on travaille sur des supports ou quand on évoque des métaux ou des bois ou des choses plus sophistiquées, plus modernes, eh bien, on ne va pas du tout raconter la même chose. Les gens ne vont pas du tout vivre la même expérience. On sait bien que le rouge a une signification particulière, ou la succession de couleurs, comme le jaune et le noir, hein, dans la nature. Tout ça, c'est de la communication. Transmettre des émotions, des sensations, des informations, c'est la base du travail. Tous ces choix qui ont l'air, au final, évidents, finalement ne le sont pas. Eh bien, ça peut être une charte graphique, ça peut être un brand book, ça peut être une plaquette d'entreprise, ça peut être un système d'email, ça peut être tout un tas de choses en fait, ou ça peut être aussi un dispositif destiné à des vidéos. Et donc il faut que je trouve des solutions. Comment on place le logo, quelle couleur on utilise, comment on place les messages, où est-ce qu'on les met, que ce soit dans une vidéo, un document destiné à l'impression ou du digital. Les commanditaires, entre guillemets, donc, ils vont préparer ce qu'on appelle un brief, c'est-à-dire qu'ils vont verbaliser toutes leurs intentions et vous délivrer un contenu, s'il y a un contenu, un message à délivrer. Donc il y aura des mots qui ont été choisis pour délivrer le message. C'est que le travail du graphiste va consister à aider, accompagner le commanditaire à exprimer son désir, ses intentions, à exprimer clairement ses intentions, parce que le graphiste va devoir réinterpréter entièrement les intentions et les porter d'une façon visuelle, en fonction de la cible principalement. Donc si on cible un public jeune ou un public plus mûr, on va déjà pas du tout communiquer de la même façon, on va pas utiliser les mêmes photos, voilà, les mêmes prises de vue, on va se servir de références différentes à chaque fois. Alors bien sûr, la culture générale, les centres d'intérêt, la curiosité d'un graphiste, tout comme celle d'un artiste ou d'un artisan, sont primordiales. On utilise des outils qui sont pas forcément les mêmes en fonction des époques, parce que la technologie évolue, et ça crée des sensibilités différentes. Donc quelqu'un qui a appris le graphisme à travers des pinceaux, des matières, il aura manipulé voilà, des matières. Il n'aura pas du tout le même feeling avec ses créations que quelqu'un qui a jamais touché à ça, qui s'est jamais sali les mains, quelqu'un plutôt comme moi, et qui a toujours travaillé à travers un écran. Avoir un univers très restreint, ça ne veut pas dire qu'on va être mauvais, parce qu'on peut être excellé dans l'utilisation de quelques couleurs, même que d'une seule, et utiliser souvent les mêmes médias. Et donc, la richesse des outils utilisés ne garantissent pas quelque chose d'efficace. Le graphiste, c'est un mercenaire, il doit délivrer un message. Son travail ne doit pas laisser beaucoup de choix à l'interprétation. Parce que si la personne qui voit son travail ne comprend pas son intention, il a échoué. Un artiste est forcément graphiste, mais le graphiste ne l'est pas forcément artiste. On peut chercher à faire volontairement quelque chose de laid, quelque chose de provoquant, comme un artiste pourrait chercher à le faire, si ça permet d'atteindre son but. Si le but c'est de faire du buzz, tous les moyens sont bons pour faire du buzz, tant que ça rentre dans le cadre de la mission qu'on lui a donnée. Et donc forcément, quand on travaille pour une entreprise, si le but c'est de faire du buzz, on va faire du buzz, mais dans les limites de ce que l'entreprise est capable d'accepter, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'elle véhicule, par rapport au message qu'elle veut délivrer. Un artiste, lui, il se limitera lui-même. Le cadre, c'est lui qui le définit. Et donc, s'il veut être provocant et faire du buzz, c'est lui qui définira si ça rend service ou si ça sert son propos d'être irrévérencieux ou provocant ou que sais-je. Mais
le graphiste, lui, ne fait pas ces choix-là. Il en a d'autres à faire, mais il ne fera pas ces choix-là. Il n'y a pas de graphisme universel. D'un pays à l'autre, on ne perçoit pas du tout les choses de la même façon, surtout d'un continent à l'autre. Et donc les couleurs, rien que le domaine des couleurs, c'est déjà énorme. Donc un Chinois ou un Japonais ne vont pas du tout percevoir. Déjà, entre eux, ils ne perçoivent pas forcément exactement les couleurs de la même façon, en termes de charge émotionnelle. Et donc, par exemple, et encore moins entre continents, donc entre Européens et Asiatiques. Rien que le blanc et le noir sont utilisés d'une manière totalement opposée. Et donc, le noir, c'est la couleur du deuil chez nous, et ça n'est pas, c'est le blanc qui sera utilisé dans certains pays d'Asie. Les pays de l'Est ou les pays du Nord de l'Europe ont des caractères spéciaux dans leurs alphabets qui font que une entreprise a tout intérêt à choisir comme police de caractère pour délivrer ses messages. Donc une police de caractère qui intègre toutes ces polices de caractère. Si ce n'est pas le cas, elle doit demander à un graphiste spécialisé dans la typographie pour recréer, pour adapter la police de caractère. Je m'appelle Sandra Chamaré, je suis directrice de l'École supérieure d'art de Cambrai. Et avant d'occuper ce poste, j'ai été designer graphique, enseignante en design graphique et éditrice. Donc j'ai co-créé une maison d'édition sur les questions de design graphique, de typographie, de code de lecture, d'usage et de transmission des savoirs. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la création de savoirs en design graphique et leur transmission. J'avais une grand-mère qui collectionnait les éphéméras, c'est-à-dire tous les petits papiers populaires imprimés et gratuits. Donc typiquement des étiquettes de fromage, des timbres, des autocollants, des boîtes d'allumettes, que sais-je, des étiquettes de vin. Voilà, tout ce qui était vraiment de l'ordre du petit format, reproductible et accessible par tout le monde. Et voilà, je pense que j'ai appris à regarder les images comme ça. Et ensuite, une rencontre assez forte avec une surveillante du collège avec qui je prenais le bus tous les matins et à qui j'ai expliqué que mon père avait un appareil 24-36, un appareil photographique 24-36 à la maison et que j'avais envie de commencer à m'en servir. Et elle m'a emmenée à l'Artothèque de Caen, donc j'ai découvert l'art contemporain en 4e, je pense, grâce à cette personne. Depuis, je crois beaucoup à ce que j'appelle la médiation humaine, c'est-à-dire les rencontres fondatrices avec des gens qui vous intéressent à des sujets et qui désacralisent des lieux qui peuvent vous impressionner. En école d'art, on accueille des individus. Donc, j'aime pas le terme de former, parce qu'on ne forme pas ces personnes-là, on les accompagne, on les stimule, on les fait éclore, on les fait grandir. Et c'est du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de former dans une seule direction, il s'agit au contraire de proposer une pluralité d'activités, de formats pédagogiques, de façon à ce que chacun et chacune puisse trouver son propre chemin. Ça veut dire que quand on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, on peut le faire de plein de façons différentes. On peut l'exprimer à l'oral, on peut l'écrire, on peut le dessiner, on peut le photographier, on peut le filmer. Et ça va donner ce qu'on appelle des formats ou des mises en forme différentes. C'est-à-dire que ça peut être une affiche, ça peut être une carte de visite, ça peut être un film d'animation, ça peut être un site internet, ça peut être une application sur un téléphone portable, ça peut être une image sur Instagram, ça peut produire on va dire des éléments uniques qui peuvent être des affiches ou des images ou des compositions typographiques. Et ça peut aussi produire des éléments qu'on va dire multiples ou déclinables, qui sont des systèmes graphiques comme des identités visuelles ou des parcours de signalétique ou différentes pages d'un livre, par exemple. C'est un système visuel, c'est-à-dire que quand vous feuilletez un livre, vous allez vous rendre compte que
il y a des choses qui reviennent d'une page à une autre. C'est-à-dire, par exemple, il y a la même façon d'utiliser le texte. Donc le texte va être toujours placé au même endroit dans la page. Va y avoir un certain type d'image, c'est-à-dire ça va être soit des dessins, soit des photos. Et si c'est des photos, ça va être un certain type de photos. Pareil, qui vont être toujours soit très grandes, soit très petites. Donc en fait, c'est des règles formelles qui sont mises en place par le ou la graphiste et qui vont définir un univers visuel. Donc ça, c'est de façon très concrète dans le livre. Dans un travail de signalétique, vous verrez, il va y avoir 1, 2 ou 3 couleurs qui vont être choisies, qui vont revenir tout le temps. En fait, c'est un principe de cohérence visuelle et c'est pour définir ce qu'on peut aussi appeler un territoire visuel. C'est-à-dire on va faire des choix. En fait, être designer graphique, c'est faire des choix. Il y a quand même toujours un contexte, il y a quand même toujours un public à prendre en compte. Ça peut être des publics très différents, très hétérogènes, très spécifiques. Mais la question du public, pour moi, est importante parce que c'est la question de la réception, de l'adresse. C'est-à-dire qu'en tant que designer, on s'adresse à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Mais en tout cas, dès le départ, on est conscient qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a un moment, c'est pas un miroir, mais il y a un retour en fait sur ce qu'on a produit. Et on a une responsabilité de ce fait-là. Le recul critique, c'est d'être capable d'observer des choses, de les assimiler, c'est-à-dire de les regarder vraiment et de les décortiquer et de comprendre d'abord ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ensuite pourquoi, et ensuite dépasser cette simple appréhension un peu intuitive pour aller vers une culture de l'image un peu plus vaste. Mais je pense qu'il y a une espèce de fantasme autour de l'artiste où on se dit que l'artiste est complètement libre dans son processus de création, dans ses formats de restitution, alors qu'on sait très bien que c'est pas complètement vrai. Il y a un marché de l'art, il y a des contextes de diffusion, il y a des galeries, il y a des institutions. Donc la vision romantique de l'artiste complètement libre et du designer complètement contraint, elle n'est pas juste. Il y a beaucoup plus de variations que ça en fait. Tous les jours, vous êtes entouré d'images. Et donc il y a des gens qui construisent ces images, qui les réfléchissent, qui les produisent. Donc si ces gens sont bien formés, les images vont être plus intéressantes, vont être plus complexes, elles vont raconter davantage de choses. Si les images sont produites de façon très très rapide, de façon nonchalante ou de façon cynique, ça va créer un déficit visuel, ça va créer un déficit culturel pour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Jean-Michel Géridan, je suis le directeur général et artistique du Centre national du graphisme à Chaumont. Alors le Centre national du graphisme est une plateforme de création et de diffusion dédiée à cette discipline qui est le design graphique et il a la particularité d'être un centre d'art divisé en 4 points cardinaux qui sont l'accompagnement de la création contemporaine dans le design graphique, qui est la transmission des savoirs, qui est la médiation et la diffusion des œuvres pour toutes et tous. Il n'est pas exclusivement dédié à la création, mais aussi à la conservation des pièces. Il s'adosse à un festival qui a été créé en 1990 qui s'appelait les Rencontres internationales des arts graphiques, autour du prétexte d'un concours international. Et au fur et à mesure des années et des éditions, l'idée de ce concours n'était pas forcément de donner un premier, un deuxième et un troisième prix, mais véritablement de confier à une ville qui avait manifesté son intérêt pour la discipline de déposer leurs œuvres, puisque d'une certaine manière, l'étrangeté du design graphique et de l'affiche en particulier, c'est qu'elle promeut un événement à un moment donné qui peut être de la part d'un commanditaire, là c'est la pub, la réclame, mais aussi des affiches qui concernent des manifestations et des actions sociales et culturelles. Et donc, le lieu conserve cette mémoire et dispose aujourd'hui d'un fonds d'environ 45 000 affiches, dans lesquelles des trésors de Jules Chéret, par exemple, ou encore de Toulouse-Lautrec. Alors, les graphistes sont
les témoins et produisent des images qui vont marquer des époques. C'est triste à dire, mais je ne crois pas qu'une belle typo ait jamais changé le monde. Par contre, une belle typo, une belle image, une belle affiche va alerter et sensibiliser à une cause, à un endroit. Moi, je tends à penser que les designers graphiques sont des artisans parce qu'ils manipulent un savoir-faire, vont du côté de l'ingénierie, en fait, celle de la lecture, de la transformation des outils. Ils ont cette capacité de transmettre une idée et une pensée justement de commanditaire. Je ne connais aucun graphiste qui revendique l'autonomie propre de sa pratique. En fait, quand ça se passe bien, il co-crée les œuvres. En soi, la communication est l'un des champs du design graphique et inversement. La question que je poserais, c'est qu'il y en a un qui s'adresse à l'intelligence de son public et de son commanditaire, et un autre, dans la com, ce qu'on appelle brièvement la com, en fait, c'est la capacité d'avoir une cible et de s'y intéresser avec les signaux les plus bas possibles. En somme, un designer graphique va tenter de comprendre l'inscription de son commanditaire et de rentrer en dialogue avec la personne et créer une image inattendue, réflexive et d'ouvrir un dialogue vers, tandis que la communication va être une injonction. Tu seras mieux si tu achètes. Alors, comment m'est venue l'envie de m'intéresser au design graphique? Ça vient de plusieurs endroits, mais je pense que le plus marquant pour moi, venant d'une petite ville de province et faisant partie de ce qu'on appelle pudiquement les publics éloignés de la culture, c'était les disquaires. Les disquaires où, lorsqu'on n'avait pas du tout accès au musée, en fait, notre musée, en fait, était les rayons des disquaires. Tous ces 45 tours, tous ces 33 tours ont véritablement constitué ouais, un parcours initiatique très, très, très intéressant. L'autre endroit du design graphique qui m'avait beaucoup intéressé, c'est une fois que j'ai découvert les musées, les médiathèques et autres, tout ce qu'il reste comme souvenir d'exposition, en fait, ce sont les livres. Les livres vers lesquels j'étais le plus intéressé en tant que néophyte, c'était ceux qui me semblaient être faits de manière intelligente, en fait. Ces ouvrages-là, ils avaient des aspects sculpturaux. C'était de véritables sculptures et les tenir et les saisir me faisait prendre conscience de quelque chose et donc d'entrer justement dans des œuvres d'art par le livre. Une fois trouvé un intérêt en fait pour une discipline, à savoir le champ de l'art, j'ai fait quelques études en école supérieure d'art et aussi à l'université, et où j'ai découvert des matériaux qui permettaient de créer des images. Moi, c'était le code informatique en particulier. Et c'est vrai que j'ai été développeur et designer en fait d'interface, de sites web et d'applications pendant un temps. Et c'était quelque chose qui m'a véritablement fasciné, puisque c'est tout un nouveau territoire aujourd'hui qui est ouvert, celui de l'image, mais sans passer par les outils traditionnels ou alors ce qu'on appelle les outils propriétaires. Et je vais venir sur cette notion-là, parce que c'est une notion qui est vraiment importante depuis, historiquement même, hein, depuis les années 60. Si vous regardez vos logiciels, n'importe lequel, traitement de texte, vous verrez que vos possibilités sont limitées par ce qu'on appelle les interfaces graphiques et les menus et les sous-menus. À un moment, on ne peut pas en mettre plus. Donc, en fait, votre travail est conditionné par des gens qui vous ont vendu ce logiciel. Et il y a une possibilité qui est offerte, en fait, dès lors que l'on s'intéresse un petit peu à la programmation, c'est de soit créer ses propres outils, soit de créer des extensions, soit de pirater des autres logiciels. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, c'est un endroit que j'aimais bien faire et ça permettait d'ouvrir de nouveaux champs et de nouveaux horizons. Et je vais
signaler juste une chose. Par exemple, si vous avez un téléphone mobile aujourd'hui, et même d'ancienne génération, il faut se rendre compte que cet outil sur lequel on joue aujourd'hui à Clash Royale, Fortnite et compagnie, il faut se rendre compte que la puissance de calcul de votre téléphone aujourd'hui est au moins 10 fois plus puissante que les supercalculateurs qui ont envoyé un homme sur la Lune. Et une fois qu'on reprend cette perspective vertigineuse, on se dit que ces nouveaux outils, en fait, permettent de faire, ouvrent un nouveau champ. La question maintenant, c'est notre propre capacité, en fait, à imaginer un futur avec ces outils-là. La question du smiley et des émoticônes est véritablement une question intéressante parce elle a, à rapprocher en fait de l'immédiateté et de la communication. C'est toujours progressif. Déjà, il y avait le petit smiley qu'on trouvait plutôt sur des cachets d'ecstasy dans les années 80-90, qui est devenu un signe de ralliement, être heureux. Le cœur qui a changé totalement de définition aujourd'hui. Je pense à Instagram en particulier et dans le système de conversation privée, il est impossible de mettre un pouce à un mot, c'est désormais un cœur. Enfin, d'un coup, se retrouver dans une conversation avec des inconnus et que pour apprécier la chose, il faut mettre un cœur, ça devient quelque chose d'intéressant. C'est que si la forme est connue, euh, elle-même, en fait, a vraiment changé de sens. C'est le cœur est désormais dans les réseaux sociaux la validation d'un propos. Mais je dirais que ce qu'il faut voir, c'est surtout retirer la question du beau et de l'efficacité. C'est qu'est-ce que l'on veut transmettre comme valeur. Et le terme de valeur a plusieurs significations. La richesse, très clairement. Et l'autre chose, c'est des notions justement de citoyenneté, d'inclusivité. Et à mon sens, aujourd'hui, les bons graphistes sont ceux qui mettent leur talent de composition et de connaissance au service de causes ou de gens qui défendent des causes. Les designers graphiques, avec leurs commanditaires, en fait, luttent à empêcher en fait une uniformisation du monde. Et c'est d'autant plus intéressant dans une histoire de France. Et vous êtes dans le Hauts-de-France. Il y a le musée de la Mine, en fait, qui est pas très très loin de la ville de Cambrai. Et on voit qu'en fait, c'était des populations immigrées. Et qu'à un moment, pour travailler ensemble, quand il n'y a pas la langue en commun, qu'est-ce qui reste? C'est l'image et des signes. Il n'existe pas de langage universel, il n'existe pas d'espéranto des formes et des usages. L'un des exemples les plus communs que je connaisse, si vous voulez dire à quelqu'un de venir en Europe, vous allez tendre la paume vers le haut et faire ainsi. Le Japon, qui est un pays qui nous ressemble énormément par plein d'aspects, via l'imaginaire, la science-fiction, en fait, on rabat vers nous, paume vers le bas. Et dans tous les endroits, il y a ces va-et-vient. Moi, je suis pour l'élitisme pour tous, en fait. C'est comment une image, en fait, ne va pas être forcément comprise du premier coup d'œil, mais trouver soit un médiateur, parent, ami, qui va l'expliquer pour essayer de tirer toutes les personnes vers le haut, en fait. Avoir une lecture des signes qui soit efficace. Et c'est ce qu'on fait hein, dans les écoles. Et très bien, en fait, pourvu que ça dure aussi longtemps que possible. L'une des ambitions de l'école à l'après-guerre française, à ma connaissance, c'est d'apprendre à apprendre. Et à mon sens, aujourd'hui, les bons graphistes sont ceux qui mettent leur talent de composition et de connaissance au service de causes. Et il faut voir maintenant, et d'autant plus avec la mise en ligne, les sites internet, en fait, que la mémoire des événements dure plus longtemps. Donc en fait, il faut que l'affiche anticipe aussi son caractère mémoriel. Nous avons affiché chez nous, il y a très peu de temps, une affiche de Bruno Souêtre qui s'intitule La fin de la fin et qui traite justement d'un colloque où la Terre, à cet instant, avait déjà 6 milliards d'habitants. Et la question, c'est comment nourrir toutes ces personnes. Et ce sont des questions qui sont essentielles. Et je pense qu'un bon graphiste, en fait, c'est quelqu'un qui dialogue avec son temps, son époque, qui tient à présenter à ses concitoyens du monde, en fait, des alertes.
n'y a pas spécialement de couleurs prédisposées au travail. Au début, il y avait pas mal de jaune et de rouge. Et ça s'est transformé un peu en orange. C'est un mélange. Le rose, alors ça m'arrive souvent d'utiliser ce rose, enfin un rose mais fluo dès que c'est possible, parce que c'est des couleurs qui pètent assez bien et qui piquent assez vite les yeux. Et il y a une forme de collage en fait qui s'opère à chaque fois dans les projets les images que je construis. Mon grand-père était photograveur, mon père aussi. Donc c'est petit, j'ai baigné dans un univers lié aux arts graphiques. Et il y a aussi des rencontres que moi j'ai pu avoir étant enfant, c'est-à-dire notamment un univers en bas de chez moi, il y avait une bibliothèque. Et ça a été d'énormes contacts aussi avec l'image en fait. Je ne me rappelle pas avoir emprunté des livres à lire, mais j'ai eu l'occasion vraiment d'emprunter beaucoup de bandes dessinées. Étant baigné un petit peu comme ça dans cet univers de la photogravure où j'ai pu côtoyer des images qui sont plutôt liées à la publicité, c'est un domaine qui me semblait opportun pour moi. Enfin, voilà. Et après un ou deux stages en publicité, dans une agence de publicité notamment, des stages de découverte, j'ai décidé de postuler pour entrer en école d'art. Et là, très rapidement, j'ai compris que la publicité, c'était pas pour moi. Donc voilà, j'ai plutôt préféré me tourner vers un travail dit d'auteur, de production d'images. Et je suis rentré vraiment sur ce parcours à Cambrai, puis à Orléans, où j'ai énormément, surtout à Orléans, travaillé purement en images, quoi, en fait. Vraiment, cette idée, enfin, ce travail de collage dont je parlais tout à l'heure. Donc l'affiche Trésor qui est présentée là, donc, qui fait partie de la première affiche du labo, en fait, puisqu'elle a été réalisée à l'occasion de l'ouverture du labo et notamment la première exposition du labo autour d'une trentaine de trésors issus des collections patrimoniales. Et après un premier projet abandonné et notre recherche, la licorne s'est un peu imposée, puisque c'est un élément d'un ouvrage clé de l'exposition. J'ai donc travaillé à partir de cette licorne. Elle a été, à partir d'une photo, retravaillée, repassée en noir et blanc. L'image s'est construite autour de l'identité visuelle du labo. On retrouve cette forme hexagonale en fait au cœur de l'affiche, où la licorne semble éclore de cette boîte magique. Après, il y a un jeu de couleurs avec les trames, le rose fluo qui redonne un peu quelque chose d'incandescent dans l'image. La typographie réadaptée aussi semble aussi pareil en feu. Le lettrage retravaillé aussi en stencil, c'est-à-dire en forme de pochoir, un peu dans l'idée de rappeler, enfin, d'évoquer le marquage sur des caisses d'archives, enfin de boîtes pour le transport d'œuvres par exemple, ou d'objets précieux ou de collection. Donc ça, c'est une image qui a été produite dans le cadre du Salon de l'éphémère, où c'est une carte blanche réservée à des invités, graphistes, illustrateurs, organisée par la ville de Fontenay-sous-Bois. Elle a été réalisée en vrai, enfin in situ, à base d'un vrai collage, c'est-à-dire que le panneau était recouvert d'une couche orange, puis après, à partir de photocopies, l'image a été collée. Voilà. Donc c'est un original, en fin de compte, qui a été collé, chose qui est un peu différente de l'ensemble des images qui sont dans l'exposition, puisque ce sont des multiples. Mais l'idée, c'était d'avoir aussi ce chien qui aboie, mais avec ce porte-voix un peu militant. C'est le souhait aussi toujours d'avoir, pour ma part, que les images soient comprises. Si les images ne sont pas comprises, c'est que pour moi, j'ai raté quelque chose, mais ce n'est pas forcément une vérité. C'est effectivement un détachement peut-être du travail d'image pure,
j'ai vraiment cette notion-là, c'est-à-dire d'être au service de quelque chose, et bon, plutôt du public, et plutôt du service public. Il y a certaines affiches qui effectivement ont une dimension politique plutôt au sens, sens large, pas au sens parti, quoique ça m'est déjà arrivé de produire aussi une image qui s'est retrouvée dans la fête de l'UMA, donc effectivement à la fois il y a aussi cette présence politique même de parti à ce niveau-là, j'ai à assumer, mais politique dans le sens, ouais, les images, certaines images ont un caractère politique parce qu'il y a des choses que j'ai envie de dire, et j'ai eu envie ou peut-être j'aurais encore envie de le crier, de dire effectivement le médium est plutôt intéressant à investir, mais il faut la diffusion pour ça, c'est-à-dire que l'affichage sauvage, on n'y a plus trop le droit. Certaines villes participent parfois effectivement à accompagner cette parole politique, ou parfois même c'est elle qui la met en place et on en est le prolongement. Pour moi, ce sont des images populaires. Voilà, c'est parce qu'elles sont affichées, elles sont diffusées. Après, le multiple, c'est ce qui leur donne du sens par rapport à la visibilité, pareil, sur un public beaucoup plus large que d'aller dans une démarche, d'aller dans un lieu dédié vraiment à l'art. C'est peut-être là l'intelligence de l'affiche, d'une image, c'est qu'elle porte à réfléchir. De là à convaincre, je pense que c'est un autre combat, ça, c'est pas la même chose.